Bonjour et bienvenue au pôle Finance Innovation ce mercredi 22 janvier. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, alors non pas tous nos speakers, dans la mesure où malheureusement Maître Mazei, Émilie Mazei a été rattrapé par la grippe, mais nous avons tout de même le plaisir d'accueillir aujourd'hui, alors je vais commencer de droite à gauche, pardon, Christophe Descamps, directeur business, transformation et digital à la Française. Alexandre Péchet, directeur marketing de Psydéo, avec qui nous avons, avec Alexandre et Émilie, bâti à l'origine ce webinaire sur la thématique éthique, biais, durabilité, qui a été très bien abordé et traité donc, par Alexandre et Émilie dans le cadre d'un article publié en novembre dernier dans la revue CGP, si je ne m'abuse. Nous avons également le plaisir d'accueillir Fabien Jacquemot, donc, qui est directeur innovation MOA, support, innovation et site de Spirica UAF Life, qui a eu donc digital, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui depuis Lyon. Et pour animer cette table ronde, Sébastien Messéan, directeur associé du cabinet Seabird, qui va échanger avec nos interlocuteurs qui sont avec nous en cette matinée, de maintenant pendant à peu près une durée d'1 heure. Les questions pourront être prises en ligne à travers le chat et seront posées à l'audience à la fin de leur intervention, et les questions en salle seront également les bienvenues. Merci, messieurs, à vous. Très bien, merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Donc pour démarrer un peu la séance, l'IA est un outil qui semble magnifique, qui offre plein d'opportunités, mais qui soulève aussi des questions sur la transparence, sur la protection des données, sur les biais et l'éthique en général. Donc ça, c'est l'un des aspects qu'on traitera aujourd'hui. On parlera aussi un petit peu de durabilité, qui fait aussi partie de l'IA responsable. Et donc on a des représentants de différentes filières. On a Alexandre qui nous parlera plutôt avec un point de vue d'éditeur de logiciels s'appuyant sur l'IA. On aura Fabien qui représentera plutôt le point de vue d'un producteur de produits d'assurance vie et de retraite. Et enfin Christophe, plutôt le point de vue asset management. Émilie devait être là pour nous cadrer un petit peu le sujet du point de vue réglementaire. Je vais faire une petite introduction sur l'IA Act, qui en fait va en tout cas guider certaines choses dans les années à venir. Donc l'IA Act, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été officiellement entériné en août de l'année dernière. Et les impacts, ou en tout cas les réglementations, incluent des règles qui vont s'étendre sur à peu près 3 ans. La principale caractéristique, c'est qu'on a 4 niveaux de classification des IA. Des IA inacceptables, qui d'ailleurs, à partir de début février, seront officiellement interdites par la réglementation. Les IA, on va dire, de risque élevé, qui en fait concernent la plupart des textes de la réglementation. Ensuite, les deux niveaux plus faibles qui sont moins impactés en termes de réglementation. Ce qu'il faut noter donc, c'est que le texte stipule quels sont les types d'IA qui sont notamment de risque élevé, et sont nommés tout à fait clairement les aspects de solvabilité, de risque scoring, de crédit, tout ce qui est accès aux services de santé, et en particulier l'usage de l'IA pour le calcul de risque et de tarification pour l'assurance vie et l'assurance santé. Donc des choses qui concernent directement le monde financier. Et quand on est dans cette catégorie de risque élevé, il y a des contraintes dans la conception des IA, dans le cadre le cadre de risque qui va autour, les contrôles qu'on met en place, la transparence, tout ça, c'est des choses qui devront être prises en compte. Et ça va progressivement se mettre en place dans les mois et les années à venir. Donc après cette introduction, ce qu'il faut noter aussi, je vais passer la main à Alexandre, parce qu'en fait, les principales personnes notamment impactées par cette réglementation sont les constructeurs de produits d'IA. Donc en tant qu'éditeur, je me tourne vers toi, Alexandre. Est-ce que tu peux donner un peu ton point de vue et comment vous allez aider vos clients justement à faire en sorte que l'éthique soit prise en compte? Alors, merci. Effectivement, on est éditeur pour des établissements financiers, banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et autres. On digitalise le parcours client, et dans ce cadre-là, effectivement, on a des demandes, on a réfléchi, on a beaucoup travaillé sur la mise en place de cas d'usage que j'évoquerai tout à l'heure.
Et pourquoi cette réflexion sur l'IA, et notamment l'IA générative? C'est effectivement d'abord les gains de productivité qui peuvent être engagés lorsqu'on met en place cette IA. Évidemment, quand vous avez des conseillers, des courtiers qui ont des clients, eh bien, il faut pouvoir réfléchir à des axes de productivité quand on est chef d'entreprise. L'IA est un exemple flagrant et qui fonctionne vraiment très bien. Vous avez possibilité d'éditer un texte en 2, 3, 4 secondes, alors que ça pourrait prendre 10, 15, 20 minutes, quoi, hein. Ensuite, c'est la gestion de la donnée. La gestion de la donnée, aujourd'hui, elle est très importante, la donnée est de plus en plus importante. Il y a des bases qui sont et des flux d'informations qui sont vraiment importants. Le conseiller, quand il voit son client, il ne peut pas tout traiter tout seul. Par contre, la réglementation l'oblige à l'intégrer. Donc intellectuellement, c'est vrai que ce n'est pas facile pour eux. Et le fait de pouvoir mettre en place ce genre de choses, ça aide bien, quoi. Un autre axe qui a fait qu'on a réfléchi à la mise en place de certains de ces cas d'usage qu'on évoquera tout à l'heure, c'est aussi la conformité. Et la conformité, elle est de plus en plus abondante depuis, je dirais, depuis 2007, hein, si on commence là. Effectivement, la conformité, eh bien, l'IA permet de pouvoir gérer tous ces axes, on verra sur des contrôles de premier niveau, etc. Donc, pour rebondir à ta question, notamment sur l'IA Act et le risque élevé dans lequel on est, puisque aujourd'hui on a des clients en face, donc on est dans le risque élevé. Il y a un certain nombre de mesures quand on fabrique ce genre d'outils qui est indispensable parce qu'il faut pouvoir apporter une explicabilité à tout ce qu'on fait. Une explicabilité, elle est nécessaire puisqu'elle est imposée par la réglementation. Et puis demain, en cas de contrôle, effectivement, vous avez potentiellement des autorités de tutelle telles que l'AMF qui imposera, demandera de savoir comment ça a été fabriqué. Donc dans ce cadre-là, eh bien, il y a effectivement la création de prompts statiques, de prompts dynamiques, où on va aller chercher les informations dans les bases de données pour que effectivement la génération de ce texte puisse intégrer ces données de manière personnalisée. C'est aussi ça l'intérêt, de manière automatisée, quoi. Donc ces phases de test qui doivent être abondantes au départ. Et puis la gestion des biais en préalable avant le lancement, parce que l'IA génère des biais. Il faut les traiter et c'est pour ça qu'il faut répéter et répéter les tests, quoi. Et dans ce niveau de risque élevé, c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment. Mais il faut aussi le faire après, une fois que c'est mis en prod. En production, l'utilisateur va avoir une génération de texte. À un moment donné, il doit dire non, ça va ou ça va pas. Et si ça ne va pas, c'est de pouvoir le remonter et qu'il y ait une sorte de comité éthique qui puisse l'analyser et le traiter et traiter ses prompts. Voilà. Ça se matérialise comment? Vous mettez une gouvernance en place pour gérer ces biais, c'est ça? Oui, avec pour l'utilisateur la possibilité de dire oui, non, pouce haut, pouce bas, de pouvoir expliquer ce qui s'est passé dans la rédaction. Ça remonte chez notre comité éthique. On va le traiter, on va voir avec la technique pour pouvoir régler ce problème et pouvoir l'intégrer justement dans le prompt pour que ça se reproduise normalement plus, quoi. Très bien, merci beaucoup. Et voilà. Si on m'entend, oui. Ouais. Donc moi je me tourne vers Fabien. Donc, du point de vue de votre point de vue, comment est-ce que vous gérez justement ces aspects éthiques? Je comprends que vous êtes plutôt convaincu mais prudent sur le sujet. Donc un peu. Oui, convaincu depuis longtemps par l'IA, voire exalté au départ, avec tout un tas de mise en place d'IA dites spécialisées. Peut-être je prendrai quelques instants pour dire un peu quelle est la différence, même si je pense qu'on a affaire là à des spécialistes, mais se remettre les concepts, ça peut toujours avoir du sens. Mais je pense que c'est important pour cette conférence aujourd'hui de se dire, on est le 22 janvier, et le contexte du 22 janvier est très particulier, parce qu'on est le lendemain du 21 janvier.
Et le 21 janvier, ça a été l'annonce par Trump de Stargate. Stargate, c'est ce truc, je ne sais pas comment il faut le définir, avec des investissements colossaux, pour l'instant 100 milliards de dollars, prévu 500 milliards de dollars, avec tous les acteurs de la tech pour mettre des data centers et créer, générer des modèles d'IA. Donc quand on dit tous les acteurs, c'est fait avec OpenAI, c'est fait avec Oracle, c'est fait avec Microsoft, c'est fait avec Nvidia, c'est fait avec, j'en oublie sans doute, et c'est fait aussi avec une banque pour aller chercher beaucoup d'argent, et ils ont installé tout ça au Texas. Alors il se trouve que j'étais au Texas l'été dernier, et j'ai vu les installations de Tesla, et je me suis posé la question, mais pourquoi Trump a mis Tesla au Texas plutôt qu'en Californie? C'est pas parce que l'université de Texas est plus forte que celle de Californie, c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'eau et d'électricité en Californie, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc on est dans quelque chose qui est, là nous on raisonne IA Act, on raisonne biais, on raisonne éthique, on raisonne durabilité. Je pense que c'est indispensable de raisonner comme ça dans l'IA. Mais on est dans un contexte mondialisé. On en parlait en préparation avec Christophe de cette conférence. Et dans ce contexte mondialisé, on ne peut pas, nous, tout seuls, avoir raison tout seul. Donc je pense que c'est important, malgré tout, d'avoir ça en tête. Bon, une fois posé ce contexte, et en plus, ça tombe bien, je crois que cette conférence était prévue en décembre. J'aurais pas pu faire cette introduction, c'est parfait. Enfin, je sais pas si c'est parfait, ça aurait peut-être été mieux que cette introduction n'ait pas lieu. Malgré tout, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Donc, je l'évoquais, on était depuis le départ plutôt on est toujours très enthousiaste et très exalté presque quant aux possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. On a d'ores et déjà déployé pas mal de sujets d'intelligence artificielle spécialisée. Alors la différence entre une intelligence artificielle spécialisée et une intelligence artificielle générative, intelligence artificielle spécialisée, c'est vous prenez un modèle que vous entraînez avec une masse importante de données. Un des cas que nous, on a fait, c'est on a pris tous les documents qu'on avait reçus pendant 2 ans sur notre back-office, et on a fait typer à ce modèle de dire ce document-là, c'est une demande d'adhésion, ce document, c'est une demande de versement complémentaire, de changement d'adresse. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Et ensuite, on a mis ça dans nos chaînes de production. Et désormais, c'est un outil qui vient aider nos gestionnaires de back-office à déterminer, avec un temps hyper réduit, comme l'évoquait Alexandre, de dire plutôt qu'aller analyser les 12 pages d'un document, en un clic, on sait quelle est la probabilité la plus forte pour que ce soit ce type de document-là. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que l'IA généralisée, alors je vais vous le faire avec l'accent, qui se base sur des LLM, Large Language Model, grosso modo, l'entraînement, ça a été, on a pris tous les, les géants de la tech ont pris tout ce qu'il y avait comme texte, comme documentation, et ils ont entraîné des modèles là-dessus, de façon à générer des choses prédictives. Donc en ayant lu tous ces textes, on sait pouvoir prédire quel est le mot ou le comportement qui a le plus de chances de se produire en fonction du contexte qu'on vient d'écrire. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Maintenant, si on écrit un message dans nos smartphones, on nous propose 1, 2, 3, parfois plus de mots, parce que c'est ce truc-là qui a le plus de chances d'arriver dans les probas. C'est ça qui est le plus probable. Donc c'est ça la grosse différence. Ou dit autrement, auparavant on avait quelque chose qui fonctionnait comme un moteur de recherche. Désormais on a un moteur de résultats. Donc un moteur de recherche, vous tapez une question, vous voulez faire une omelette, vous dites comment faire une omelette, ça va vous donner marmiton point je sais pas quoi, cuisine à Z, enfin tous les sites de cuisine pour vous expliquer comment faire une omelette. Alors qu'avec une IA générative, vous prenez en photo une boîte d'œufs en disant c'est tout ce qui me reste pas dans mon frigo, mais c'est tout ce qui me reste pour faire à manger, qu'est-ce que je peux faire comme recette? Ça va vous dire, vous pouvez faire une omelette, parce que la probabilité, il a détecté que c'était des œufs, 2, la probabilité la plus forte de faire un repas avec, c'est une omelette, et ça va vous donner la recette détaillée de l'omelette de la mère Poulard, parce que ça a aussi déterminé que c'était cette recette-là qui était la meilleure. C'est vraiment ça les grosses différences, et c'est important, là je reboucle avec les biais et l'éthique, c'est que là aussi il y a un des géants de la tech, mais je ne sais plus lequel, donc je ne vais pas dire de bêtises, qui a dit il y a quelques jours, ça y est, désormais on a entraîné les LLM avec toute la connaissance de l'humanité.
Alors, ça pose question, parce que ça peut se dire, ça veut dire toute la connaissance de l'humanité. Est-ce que ça veut dire que on a aussi la connaissance de tous les peuples qui n'ont pas de support écrit? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a pris en considération tous les supports écrits, mais qui sont dans des bibliothèques qu'on ne peut pas digitaliser parce que pour des raisons diverses et variées, ça n'existe pas? Et donc, d'emblée, on a un biais. Et on peut avoir un biais. L'IA est extrêmement utilisée dans tout ce qui est médecine et pharmacie. Se dire, et on en parlait tout à l'heure, enfin, et ma voix le montre, si je cherche dans ChatGPT comment faire pour traiter un mal de gorge, ben, il y a peu de chances que ça me donne la façon de faire des peuples du Brésil, du fin fond du Brésil, parce que ça n'a pas été mis dedans. Et pour autant, on considère qu'on a acquis toute la connaissance. Donc d'ores et déjà, il y a un biais dans la façon d'appréhender ce que sont les LLM. Malgré tout, ouais, c'est des choses qu'on regarde avec grande attention. Évidemment convaincu qu'il y a un potentiel énorme. Alexandre l'évoquait, ça fait gagner du temps, ça permet aux collaborateurs d'aller plus vite. D'ailleurs, c'est d'ores et déjà des cas qu'on a, des cas d'usage, des IA spécialisées et aussi des IA génératives, de dire, on a appelé ça le collaborateur augmenté. Donc, on met tout un tas d'outils qui viennent permettre aux collaborateurs de gagner du temps, d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'être plus performant. Alors là aussi, ça pose une autre question éthique. En ce moment, on est, je pense à peu près tous, dans les périodes d'évaluation de nos collaborateurs. Donc comment on fait pour évaluer nos collaborateurs? Comment on fait pour distinguer d'un point de vue équité un collaborateur qui aura produit la moitié de son travail en se basant sur des outils d'intelligence artificielle versus un qui ne l'a pas? Comment on fait pour recruter dans ces cas-là? Je pense que Christophe l'abordera un peu plus tard en se disant, même si ça paraît être un projet technique, en fait, c'est pas que technique. Les ressources humaines sont évidemment partie prenante de ce type de recherche-là. Donc voilà, ça amène des vrais sujets et qui nous font dire, oui, on y va, mais avec parcimonie et avec une logique aussi on veut maîtriser les modèles. Et maîtriser les modèles, quand on est dans des choses d'IA générative, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est, là aussi, on pouvait l'évoquer avec l'IA Act, c'est contrairement aux IA spécialisées où on peut avoir quelque chose on peut documenter les réponses. Alors on a entraîné sans connaître les règles, donc on ne peut pas déterminer les règles qui sont appliquées, mais en tout cas on peut documenter les réponses parce qu'elles sont reproductibles. Avec une IA générative, c'est beaucoup plus difficile. Et tu parlais des aspects RH, j'imagine aussi que la transparence n'est pas que vis-à-vis des clients, mais aussi des employés. Comment est-ce que vous gérez ça d'un point de vue éthique aussi? Oui, alors ça c'est une vraie question de se dire quand on fait en sorte d'avoir des outils, mais c'est une question qui existe depuis longtemps avec la digitalisation de façon générale, mais encore plus là, de se dire si on a des outils qui viennent aider les collaborateurs, donc il faut bien que ça vienne les aider et non pas que ce soit réellement ou perçu comme des outils de surveillance. Alors, si Émilie était là, elle nous dirait que qu'il n'y a pas de réglementation spécifique à l'IA sur ces sujets-là, mais c'est tout simplement le droit du travail qui s'applique. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer dans la façon intégrer le droit du travail dans la façon de déployer ce type d'outils aussi. Très bien. Je me tourne vers toi, Christophe, d'un point de vue asset management. Alors vous avez d'autres contraintes, d'autres attentes peut-être aussi? Ouais, alors comment nous on a opéré, déjà on a décidé de faire, on est une filière asset management, on a à peu près 1000 collaborateurs. Donc on a d'abord fait une logique d'acculturation, on parle beaucoup d'IA, mais c'est quoi l'IA en fait pour les collaborateurs? Donc voilà, on a fait une session d'acculturation, machine learning, IA générative, sur 5 grands blocs, 5 silos. Donc on va dire qu'on a pris les 1000 collaborateurs et on les a splittés en fonction support, compliance juridique, force commerciale, gestion non-cotée, gestion cotée. Et on est venu expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donner des exemples, expliquer des choses comme ça. Puis après, on a identifié des individus dans chacun de ces 5 blocs et on leur a demandé d'interagir avec les autres collaborateurs de leur département pour remonter des cas d'usage qui leur apparaîtraient intelligents par rapport à ce qu'ils ont vu sur la réalité de leurs besoins pour faire un collaborateur augmenté ou autre, gagner du temps, etc., etc. Et puis à partir de là, on a récupéré pas mal de cas d'usage, on les a agrégés, on les a
mixés les uns avec les autres et on a essayé de les catégoriser. Et puis, sur cette base-là, on a eu en gros, on va dire qu'on les a répertoriés dans 4 grandes logiques et on les a répertoriés dans ces logiques par rapport à la manière dont nous-mêmes sommes organisés. Donc, en gros, vous avez un slot de cas d'usage qui va correspondre à ce que ChatGPT peut faire. Par exemple, GPT ou autre, hein, Mistral, Llama, qui vous voulez, mais en tout cas, ce genre de modèle peut répondre à X% de ces cas d'usage et on regarde comment on peut effectivement implémenter ces réalités-là, et j'y reviendrai sur les logiques de sécurité, les logiques éthiques, etc., etc. Mais donc voilà, on a ce bloc-là. On a un deuxième bloc qui est basé sur une logique de vous avez un besoin, est-ce que c'est à nous d'essayer de déployer cette réalité-là ou est-ce que des prestataires le font très bien? L'analyse, je ne sais pas, ESG, des logiques de traduction, par exemple. Est-ce qu'on a besoin, nous, d'essayer de réfléchir à développer des modèles de traduction alors que des gens le font très bien avec des moteurs d'IA? Comment on intègre ces prestataires dans notre environnement tout en respectant nos règles de transparence, d'éthique, de sécurité? Troisième gros bloc, donc nous, je vous disais, on est 1000 dans la filière, on est filiale d'une banque et d'un assureur, d'une banque assurance, et à partir de là, ils ont un IT propriétaire extrêmement puissant qui a des équipes dédiées à la réalité de sujets un peu connexes à l'IT traditionnelle, entre guillemets, donc blockchain, IA, etc., etc. Et donc, ces équipes-là, elles déploient des outils qui peuvent être communautaires, on va dire, qui peuvent répondre à des besoins qui sont complètement globalisés dans le groupe, que ce soit la banque, l'assureur, l'asset manager, la banque, la BFI, etc., etc. Et donc, à partir de là, on a certains cas d'usage où on regarde comment on peut venir s'adosser à l'arrêté de développement qui ont été faits, réponse automatique à des mails, compte rendu de réunion. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple du compte rendu de réunion sur les sujets éthiques ou autres. Aujourd'hui, si vous avez Teams via Microsoft, vous pouvez tout à fait avoir des comptes rendus automatisés via Teams qui viennent alimenter ce que vous voulez. Est-ce que c'est pour autant satisfaisant pour nous selon la data qu'on est capable de donner? On peut parler de clients, on peut parler de portefeuille, etc. C'est des choses sur lesquelles on veut avoir une main absolue et qui est non seulement pour des logiques cyber, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont fragiles et pourraient se faire hacker, mais en tout cas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là, on veut être certain absolument de la sécurisation de la data et y mettre les moyens que sont les nôtres. Et puis pour des raisons aussi d'exploitation et potentiel de cette data par des tiers à des fins d'optimisation de ci, de ça. On parlait de GPT ou autre ou de choses comme ça. Ça apprend peut-être tout ce que c'est l'humanité, mais si vous venez à apporter de la data à ce sujet-là, il s'en sert pour lui aussi s'auto-éduquer. Donc, c'est quand même assez important d'avoir ces réflexions-là. Donc, ça peut avoir des contraintes en termes de temporalité ou autre, mais en tout cas, ça peut avoir du sens d'un point de vue valeur éthique. Et puis, un dernier grand bloc, on va dire, sur des sujets IA autour de notre métier cœur, c'est-à-dire la gestion d'actifs, optimisation de process, c'est la suite logique, par exemple, de gestion quantitative, d'intégrer du machine learning, etc., etc. Et là, ce qui est assez intéressant, on parlait de l'IA Act. Nous, on est évidemment, comme tout le monde ici, régulé et contrôlé par des autorités de tutelle. Quand on est dans des logiques d'intelligence artificielle et de gestion, si vous voulez lancer des produits qui vont toucher de près ou de loin à ces sujets-là, vous êtes obligé d'avoir des agréments auprès des autorités de tutelle et vous avez une obligation de capacité d'audit parfait de votre modèle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si vous n'êtes pas capable de dire à n'importe quel moment que vous êtes en capacité de contrôle, qu'un être humain est en capacité de comprendre et de répliquer la réalité de ce que dit le modèle, alors vous êtes dans quelque chose qui n'est pas éligible, entre guillemets, à une capacité de gestion et de commercialisation. C'est là où on fait un vrai distinguo entre le machine learning et l'IA générative et la capacité dans le métier qu'est le nôtre de venir les exploiter, soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons éthiques. Mais très clairement, aujourd'hui, l'IA générative dans un modèle de gestion, je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais ça paraît totalement inconcevable puisque c'est totalement une boîte noire. On parlait de Stargate et OpenAI qui va être partie prenante. Altman lui-même explique qu'il ne comprend pas comment fonctionne son modèle. Donc, c'est une vraie boîte noire. Donc, c'est complètement inconcevable de déléguer à ça, à ce type de machine, quelque chose qui peut avoir une influence majeure. Donc, on va vraiment splitter ces deux grandes logiques d'IA selon... si je peux me permettre, donc justement, est-ce que ça veut dire que vous traitez les aspects éthiques différemment quand c'est du machine learning, en fait, qui est déjà là depuis un certain temps,
et l'IA générative plus récente? Exactement, c'est-à-dire que le machine learning pour nous, c'est l'IA incontestablement, mais c'est basé plus sur un modèle quantitatif. La gestion quantitative dans l'asset management, ça existe depuis 30 ans. On va dire c'est la suite logique d'un point de vue technologique, algorithmique à venir intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'expliquer, le transpariser, etc., mais c'est quelque chose qui est faisable d'un point de vue technique. Sur l'IA générative, on va venir apporter un biais éthique, sécurité qui va être un tout petit peu différent. C'est-à-dire que si je décide par exemple d'utiliser un système de traduction, comme je vous l'évoquais aujourd'hui, moi je peux faire un reporting de gestion en japonais. Voilà, je ne parle pas japonais. Voilà. Donc notre logique, c'est de dire ça existe, on va contrôler la fiabilité de l'information qui est traduite, mais en contrepartie, on n'a aucune raison de faire croire que je parle japonais. Ça n'a aucun sens. Donc on va avoir des logiques de transparence, d'éthique ou autre. On utilise des prestataires aussi, par exemple, pour générer des newsletters ou pour générer des vidéos, des images qui vont être en lien avec un sujet. Là, pareil, on va avoir une logique de contrôle et de jugement critique. On parlait de biais de l'IA. Si je vais prendre un exemple, n'importe quoi, si je fais un article sur les chauffeurs routiers, par exemple, et que je lui demande de me générer une image corrélée à ça, l'IA va avoir un biais. Chauffeur routier, métier masculin, il y aura tout le temps et systématiquement que des hommes autour de cette image. Voilà, est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Et puis, on va évidemment systématiquement paralléliser ça. Il n'y a strictement rien qu'on implémente et qu'on intègre sans un accord de sécurité informatique. Donc, protection de la data, ça fait partie de l'éthique pour nous, c'est fondamental. Et la deuxième réalité, c'est est-ce que c'est effectivement conforme à notre logique de gouvernance, etc. Donc voilà, donc ça, de ce point de vue-là, c'est effectivement, on va dissocier la manière dont on l'opère. Et je te rends la parole dans une minute. Chez vous, Fabien, parce que tu as parlé tout à l'heure des IA spécialisées. Donc c'est surtout là-dessus que vous êtes focalisé, ou vous faites aussi l'IA générative, et est-ce que vous avez une problématique? Est-ce que par exemple l'IA générative, je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs, est-ce que vous la déployez sur des cas d'usage vers les clients? C'est plutôt de l'interne, en fait, comment vous les traitez? Alors, à ce stade, chez nous, justement, on déploie les deux. L'IA générative, c'est tout récent, puisqu'on était plutôt dans une approche d'exploration jusque-là. On a identifié, là aussi, tout à l'heure, je parlais d'exaltation, parce que il y a un sujet, c'est de se dire, d'ailleurs, c'est presque une réponse un peu trop immédiate dans certaines des organisations, et chez nous, ça peut arriver de dire, j'ai un problème, et il y aura une IA qui va y répondre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu évacuer, mais malgré tout, on a identifié de très nombreux cas d'usage, et à ce stade, on s'est focalisé vraiment sur cette logique de collaborateurs augmentés, justement pour ces raisons-là, parce que l'intégrer le côté éthique vis-à-vis des collaborateurs, c'est complètement maîtrisé. On est sur des choses qui sont plus appréhendables, plus facilement faisables. Et ça nous permet d'expérimenter comment tout ça fonctionne avant de pouvoir se dire, OK, on ouvre aussi des choses vis-à-vis des clients ou vis-à-vis de nos partenaires distributeurs pour pouvoir les aider à faire un certain nombre de choses. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure qui a été repris là aussi, enfin vous complétez là, c'est de se dire cette notion d'explicabilité de ce qui se passe, de pourquoi je vais proposer tel choix plutôt que tel autre. Là pour l'instant, c'est quelque chose qu'on regarde avec précaution. Et aussi l'autre aspect, c'est la sécurité des données. On y reviendra. Christophe nous dit que dans son organisation, ils ont complètement tout intégré. Ça, c'est vraiment une approche, parce que se dire, je vais potentiellement envoyer des données, et très vite, on peut arriver avec des données personnelles. Et donc là, il y a tout ce qui tourne autour de RGPD qui s'applique immédiatement. Et de se dire, et comment je fais pour traiter des sujets clients sans envoyer de données personnelles, si je veux être dans cette approche éthique. Donc c'est pour ça que là, on a une approche plutôt... Pour l'instant, on est en train de regarder ces sujets-là. En revanche, ce qu'on déploie, c'est je vais aider, par exemple, très directement mes développeurs. Quand ils commencent à taper un bout de code, ils ont la fin de la phrase la fin du code qui se génère, comme ce que j'évoquais tout à l'heure quand on écrit un WhatsApp. C'est comme ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et c'est vraiment ces modèles-là qu'on regarde dans un premier temps. Ce qu'on est aussi en train de regarder, c'est dans l'analyse de documents. Se dire, il y a tout un tas on reçoit des tonnes de documents, soit pour au back-office pour traiter les contrats, mais aussi en lien avec l'asset management pour référencer des unités de compte ou d'autres types de supports où il faut analyser ces supports. On peut aller chercher des choses qui nous permettent d'extraire les datas pertinentes pour réaliser nos analyses.
Très bien, donc vous y allez progressivement. Progressivement et sans données personnelles. Ça marche. Et donc je reviens, Christophe, à toi. En pratique, en fait, si on descend d'un niveau, en fait, comment l'éthique, ça se matérialise en termes de changement de processus, de contrôle, enfin de pratique? Qu'est-ce qui fait que vous faites en sorte que l'éthique soit bien prise en compte dans vos déploiements? Donc, on a une notion absolue de transparence, c'est-à-dire que, enfin, notre logique et notre driver, c'est d'avoir vraiment une logique de transparence. Donc, quand il y a exploitation de l'IA, on le dit. Si on considère que l'IA peut avoir un biais, on le dit. Voilà. Et de la même manière, et donc évidemment, on a aussi des systèmes de contrôle. On a un compliance qui est partie prenante systématiquement avec donc garant de la réglementation, mais aussi garant du respect des règles de la structure elle-même, qui peuvent être parfois différentes, un peu mieux disantes, etc., etc. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on opère sur cette réalité-là, et exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une exploitation, donc on va dire le machine learning, c'est du quantitatif, et ça fait partie de nos compétences de gestion, et on y travaille. Sur la partie IA générative, à ce stade, on n'a pas, de manière très très indirecte, on a une exploitation de l'IA générative à des fins d'alimentation client. Je vous évoquais, on peut utiliser des systèmes de traduction, par exemple, qu'utilise l'IA, et donc oui, le client peut voir la réalité du fruit de cette traduction, mais on va venir lui dire et lui expliquer. Notre logique, elle est également à ce stade, mais sinon, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des réflexions autour de l'IA générative pour le client, mais en tout cas, elles ne sont pas déployées, loin s'en faut. Mais sinon, notre logique, c'est effectivement comment je peux permettre de faciliter le quotidien des collaborateurs, comment je peux optimiser leur manière de travailler, comment je peux leur faire gagner du temps et donc changer un petit peu de perspective. Ça rejoint effectivement des sujets RH fondamentaux d'accompagnement. Nous, on est dans quelque chose où on ne considère pas l'IA générative comme étant destructeur d'emplois. On a tort, on a raison, j'en sais rien. En tout cas, notre stratégie à nous, c'est pas de dire, c'est pas parce que je gagne 20% de productivité que je baisse de 20% mes effectifs. C'est pas du tout notre logique. C'est je donne 20% de temps supplémentaire à des collaborateurs qui vont donc être 20% de temps plus efficients. Par contre, ce dont on est assez convaincu, et c'est pour ça qu'on a une adhésion assez forte, parce qu'on fait un accompagnement, on a un accompagnement RH très fort en termes de formation, en termes d'évolution des carrières potentiellement à terme, c'est que on peut pas non plus être naïf, c'est-à-dire que on veut pas que l'IA remplace les individus et on n'y croit pas de toute façon intrinsèquement. Par contre, il faut pas se leurrer. Quelqu'un qui a une forte capacité d'exploitation d'outils IA versus quelqu'un qui est pour qui c'est rédhibitoire, il y en a un qui va prendre le job de l'autre à un moment ou à un autre. Ça, c'est assez mécanique. On est assez convaincu de ça. Donc c'est incontournable et inéluctable, mais ça peut se faire de manière propre, clean, intelligente et dans des process qui sont cohérents. C'est vraiment la manière dont on veut l'opérer. Je me permets, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est si j'ai bien compris, tu nous annonces 20% de croissance. Non, c'est pas une vraie question. Non, non, plus sérieusement, la vraie question, c'est parce que c'est une question que nous, on se pose assez souvent, justement, dans cette logique d'éthique. C'est chaque fois qu'on met quelque chose vis-à-vis dans une logique de collaborateur augmenté, on fait toujours en sorte qu'à la fin, l'humain ait le dernier mot. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous utilisez? À 100%. Voilà. En aucun cas, il y aura un quelconque contrôle sur quoi que ce soit, à aucun moment de la machine versus l'individu. Il y a évidemment et systématiquement un contrôle et un management humain et une gestion humaine des choses. Mais ça... Si, potentiellement, mais c'est ce qui fait son charme. Voilà, et c'est plus acceptable, on va dire, en général. Ouais. Non, mais ça, du coup, ça pose une autre question, et peut-être ça aurait été intéressant qu'Émilie nous donne son éclairage, c'est sur la question de responsabilité, puisque l'humain peut avoir un biais, mais emporte la responsabilité de ce biais, alors que quand c'est la machine et l'IA générative, on connaît tous ce cas d'usage avec le véhicule autonome, qui est responsable en cas d'accident. Écoute, on a des réflexes qui sont comme ça. Mais en tout cas, le parallèle existe. Et donc, Alexandre, vous, en manière pratique aussi, un peu technique, comment est-ce que ça se matérialise chez Upsilio? Alors, on a plusieurs cas d'usage qui sont en production aujourd'hui et certains en cours de test, parce qu'il faut faire énormément de tests. On est, nous, sur des applications ou des fonctionnalités qui sont liées, on va dire, aux conseillers et aux courtiers.
Si je les prends dans l'ordre, un exemple, ça sera sur la compliance, sur des contrôles, on va dire automatisés d'alerte d'incohérence dans un recueil d'informations. Un conseiller, un courtier a effectivement une large base d'informations dans son recueil d'informations qui peuvent être soit saisies en fonction de champs, soit saisies en fonction de commentaires. Ces commentaires, c'est du wording apporté par le courtier. Eh bien, il peut être aussi pris en considération dans cette analyse. Donc, contrôle d'incohérence d'un recueil d'informations d'une cartographie LCBFT. En plus des contrôles d'incohérence, on va dire, algorithmiques. L'algorithmique fait que voilà, il y a une information, une deuxième information, on la traite. Mais l'IA va plus loin en allant chercher toutes les informations qui peuvent être saisies. Et dans ce cadre-là, ça permet effectivement pour le conseiller de se poser en amont d'une stratégie patrimoniale les bonnes questions et de revenir en arrière potentiellement et de voir qu'il y a eu des erreurs de saisie et qui ne sont pas cohérentes, quoi. Aujourd'hui, les erreurs d'incohérence, c'est quand même obligatoire dans nos métiers, quoi. Donc ça vient en complément et c'est très efficace. Un deuxième cas d'usage, c'est la stratégie patrimoniale. Donc là, on est plutôt dans le conseiller augmenté, pas dans le collaborateur. Là aussi, il y a un screening de toutes les informations qu'on peut être saisies. Alors, plus il y a d'informations et plus ça s'enrichit, évidemment. Mais quand vous avez des dossiers un peu complexes d'ingénierie patrimoniale pour un client qui a beaucoup d'informations personnelles, patrimoniales, professionnelles, eh bien, l'IA a une capacité instantanée de tout screener, de faire un rappel et de pouvoir proposer des stratégies patrimoniales. Donc, effectivement, l'outil n'est pas là pour remplacer le conseiller, mais pour venir l'aider sur des pistes de réflexion avec une justification. Et franchement, c'est ultra pertinent, quoi. Voilà. Mais au final, c'est le conseiller qui valide, c'est le conseiller qui relit, c'est le conseiller qui corrige, c'est le conseiller qui annule, qui peut refaire une génération de texte éventuellement. Mais effectivement, c'est lui qui décide. Voilà. Et s'il y a un biais, il peut le prévenir, ça remonte au comité éthique, ça redescend, on corrige et c'est reparti, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que plus on est en amont de ce process, plus les biais sont corrigés, plus c'est travaillé, et au fil du temps, plus les réponses seront précises et pertinentes. Donc, plus on est en retard et plus on aura un process qui sera, on va dire, au démarrage, quoi. Voilà. C'est peut-être bien aussi de se lancer maintenant dans le sujet et de faire travailler. Et on parle beaucoup des biais. Est-ce que l'un de vous a observé des usages de l'IA par des clients ou par des tiers pour la fraude? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont observées parfois ou vous n'êtes pas trop exposé à ce genre de problème? Alors, non, on n'en a pas constaté. Alors, je prenais le temps de la réflexion pour me dire est-ce que c'est une bonne chose qu'on n'en ait pas constaté? Parce que potentiellement, si on n'en a pas constaté, ça veut dire que la fraude est passée sans qu'on s'en ait rendu compte. Ouais. Mais pour autant, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a vu. En revanche, le cas d'usage de lutte contre la fraude me semble être quelque chose un cas d'usage pertinent de ce type de mécanisme qui existait déjà d'ailleurs avec le machine learning et qui est là aussi sans doute renforcé par l'IA générative. Alexandre l'évoquait, la mise en cohérence d'une quantité souvent astronomique de données qui n'est pas appréhendable par un humain. Le fait d'aider cet humain à gérer ça de façon quasi instantanée, ça peut être quelque chose qui va plus vite, va plus loin et est moins coûteux. Donc c'est plutôt dans cette optique-là, mais ta question me pose question du coup. Là, nous, on le voit dans les tests qu'on a pu faire sur les contrôles d'incohérence par rapport à la LCBFT et puis le recueil d'informations avec des saisies qui peuvent être incohérentes.
ça peut soulever des alertes complémentaires. Est-ce que ça peut aller la détection de fraude? Potentiellement. Mais ça permet d'aller un cran plus loin, parce que ça prend toutes les informations en fin de compte. Ouais. Après, c'est toujours dans les deux sens ces choses-là. C'est-à-dire, est-ce que des gens malveillants vont essayer d'exploiter l'IA pour frauder? Ça me paraît complètement évident. Et donc voilà. Et donc, vu que c'est de plus en plus performant, ça peut faire des choses de plus en plus importantes. Et qu'est-ce qu'on appelle fraude? Voilà, du deepfake, je me fais passer pour quelqu'un. Enfin, il y a 1000 manières de l'opérer. Donc c'est toujours la même chose avec la technologie. C'est la course en permanence entre je dois corréler la réalité de ces technologies dans mes objectifs de développement, tout en étant, et c'est là où les sujets et la thématique de cette table ronde me paraît intelligente, c'est que tout en ayant en tête les sujets de sécurité, d'éthique, de protection absolue de son client, ce qui est assez fondamental. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, tous les jours, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes utilisateur ou pas de réseaux sociaux ou autres, toujours, il n'y a pas une journée sans que vous ayez en permanence des infos qui sont fausses, des images qui sont fausses, des montages, etc. etc. Donc le modèle est ainsi fait. Donc, est-ce que cette technologie a une capacité d'optimiser nos métiers et est-ce que ce sera le cas? Je pense qu'incontestablement, faut être quand même un tout petit peu vigilant. Nous, dans les sujets d'innovation et de tech, on travaille aussi sur des sujets blockchain. C'est une technologie qui est absolument fabuleuse pour plein de bonnes raisons. Pour une entreprise, en même temps, c'est aussi un vivier absolu dans finance décentralisée. Il y a décentralisé, qui dit décentralisé, dit moyennement régulé au moment où c'est sorti, etc., etc. Et donc, évidemment, ça crée des biais. Donc faut vraiment s'appuyer sur ces logiques-là, mais il faut les regarder avec du bon sens et avec le respect strict de la réalité de ses valeurs intrinsèques. Ça, c'est fondamental. Je me permets, je suis complètement d'accord. Et là aussi, le contexte, on a tous en tête Brad Pitt et Anne. Donc est-ce que ça peut se reproduire dans nos industries? La réponse est évidemment non. Oui. En revanche, moi, j'ai aussi tendance à voir le verre plutôt plein, même s'il est qu'à moitié plein. C'est de se dire, c'est sans doute désormais plus facile de détecter des fraudes parce qu'on a une capacité à générer, à recouper des cas, à recouper tout un tas de choses. Et là aussi, en matière d'éthique, alors je ne sais pas si c'est l'IA Act ou si c'est autre chose qui incite les générateurs d'IA à dire ça a été généré par l'IA, comme ce que vous faites vous. Et donc on a aussi cette capacité à aller chercher, à aller vérifier des cohérences là où en papier c'était juste impossible. Évidemment. Alors là, tu fais référence au filigrane, qui effectivement, l'IA Act impose aux producteurs d'IA d'avoir un filigrane qui permet de détecter que ça a été produit par un IA. Dans la réglementation, c'est prévu pour août 2026, donc les éditeurs ont un peu le temps. Typiquement, OpenAI et Google ont déjà des technologies, mais ils ne les ont pas déployées. D'une part, en partie parce qu'ils ont peur que les utilisateurs passent sur des modèles qui n'ont pas ces contraintes. Et surtout, c'est qu'à ce stade, leurs technologies ne sont pas encore tout à fait robustes et on peut les bypasser, notamment en passant par des traductions dans d'autres langages. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait au point, mais il faut penser que ça va venir. Enfin, moi, ce que ça m'évoque, c'est que comme toute innovation, les fraudeurs s'en emparent pour essayer de frauder et tout le monde essaye de remonter le niveau pour frauder et utiliser les mêmes outils contre eux. Voilà, tout simplement. C'est vrai depuis la nuit des temps. Exactement. On a parlé beaucoup de masse de données, ce mot a été évoqué pas mal de fois, donc là, ça fait la transition vers le côté plutôt durabilité. Donc Fabien, je vais commencer avec toi. Un peu chez vous, les aspects durabilité, l'impact justement sur l'écosystème des data centers notamment. On entend beaucoup parler de ce genre de choses. Comment vous abordez ça? Oui, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte d'ailleurs dès le machine learning, dès les IA spécialisés. C'est dès nos premiers modèles à la fois à entraîner. On se rendait compte que pour entraîner ces modèles-là sur des questions très simples, ça prenait plusieurs jours. Qui était quelque chose avec des systèmes experts. Désormais, on a tous des systèmes experts avec des moteurs de règles ultra optimisés où on cherche à résoudre tout en maximum quelques heures. Là, ça prend quelques jours. Donc, on a dû se doter d'infrastructures dédiées. Alors, chaque fois, on est dans une politique de Green IT, donc on cherche à faire les choses les plus durables possibles, ou en tout cas les plus économes, les plus frugales possibles, mais néanmoins, ça nécessite, il faut bien l'avoir en tête, l'IA d'une façon générale et l'IA générative en particulier nécessite
des infrastructures dédiées, nécessite ou en tout cas des capacités à traiter des masses de données gigantesques. Et donc, ça nécessite du matériel, ça amène du partage et de la manipulation de données. Et on l'évoquait, presque tous les acteurs bancaires ou banque assurance en France aujourd'hui se dotent de leur propre système, là aussi en lien avec l'éthique, pour ne pas échanger des données personnelles. Donc si on veut aller sur des choses plus avancées, il faut que ce soit contenu dans nos propres systèmes. Donc ça veut dire que ça nécessite des gros moteurs de calcul qui manipulent beaucoup de données. Et ça, c'est multiplié par autant d'acteurs parce qu'on a besoin de conserver les données par devers nous. Donc ça amène effectivement à une question sur la durabilité, parce que on va générer et utiliser énormément d'électricité. Alors on peut se féliciter, en France, l'année passée, le mix énergétique était à 95% décarboné, mais c'est pas forcément reproductible toutes les années. Et puis on est dans quelque chose de global. On sait qu'en France, on n'a plus toute une électricité décarbonée. Si on raisonne, je parlais de Stargate tout à l'heure, le mix américain, c'est pas tout à fait celui-ci. Donc on est sur quelque chose là qui pose vraiment question. Et donc la façon de regarder ça, c'est de se dire, c'est un peu dans la même logique que ce que j'évoquais tout à l'heure, ça a intégré aussi cette notion de durabilité, c'est de dire on peut être exalté quant au fait qu'on va pouvoir tout résoudre avec une IA, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout résoudre avec une IA ? Et est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à bien cibler les sujets, à la fois parce que l'IA générative parfois est moins performante qu'une IA spécialisée, voire moins performante qu'un système expert basé sur des règles. Et les géants de l'IA d'ailleurs s'en rendent compte. OpenAI, en 2025, a fait une annonce complètement contre-intuitive, parce qu'ils vont mettre au point un système, enfin une version de leur système, de leur modèle, qui est moins performant que le précédent. C'est une des premières fois que ça arrive. Et pourquoi ils vont mettre ça, quelque chose de moins performant ? Parce qu'il va être plus rapide. Et donc, on cherche plutôt à avoir des réponses peut-être un peu plus limitées, mais beaucoup plus rapides. Oui, parce qu'au-delà des LLM que tout le monde connaît, il y a les SLM, Small Language Model, qui sont aussi des solutions pour des cas précis qui peuvent être utilisées. Exactement, c'est dans cette logique-là. Alors, on peut malgré tout penser qu'il passe d'abord par cette logique-là pour ensuite ajouter rapidité et performance. Bon, ça c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très important de se dire, justement, quel est le bon modèle à utiliser par rapport au bon cas d'usage. Et c'est vraiment ça la démarche dans laquelle on s'inscrit. Là aussi, pour l'anecdote, il y a quelques jours, j'entendais à la radio une stat disant que 9 personnes sur 10 entre 18 et 25 ans utilisent ChatGPT de façon quasi quotidienne. Moi, j'ai 2 ados à la maison, c'est pas quasi quotidienne, c'est quotidien, c'est pour tous les sujets. Et ils interrogeaient une de ces personnes, je crois un jeune homme de 22 ans, qui disait oui, j'utilise ChatGPT pour obtenir les faveurs d'une jeune femme. Alors on peut se dire, c'est un cas d'usage un peu pas forcément super intuitif, parce que ça, on sait faire, l'humanité sait faire depuis des milliers d'années. Ça a fonctionné dans des milliards de cas. Alors pas forcément avec cette même jeune femme, hein, mais ça a déjà fonctionné. Donc pourquoi utiliser ChatGPT ? Et puis ensuite, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, de dire on est dans un contexte global où nos compétiteurs ont peut-être pas forcément les mêmes approches que nous sur ces sujets-là, de se dire peut-être que lui, justement, ses compétiteurs, ils ont des infos que lui n'a pas, ils ont des moyens que lui n'a pas, lui, c'est peut-être l'outsider versus d'autres, et que ça va peut-être lui faire gagner du temps pour aller trouver directement dans quel restaurant, et donc lui économiser de payer 3 restaurants avant de trouver le bon pour inviter cette jeune femme. Bon, et tout ça, on peut tirer le truc un peu jusqu'au bout, et chacun d'entre nous ici, on peut faire le parallèle avec nos business. De se dire, oui, il y a peut-être des cas où spontanément, on se dit ça vaut pas le coup, parce que ça coûterait un peu trop cher en matière de durabilité. Mais est-ce que nos compétiteurs auront la même logique ? Est-ce qu'ils auront la même éthique ? Ça, c'est une vraie question qui est à se poser. J'ai évidemment pas la réponse. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à se dire, OK, chaque fois qu'on peut, utilisons ça là où il y a un vrai gain, justement, parce qu'on sait que c'est pas sans effet.
c'est pas sans effet sur la quantité d'infrastructures à mettre, la quantité d'électricité consommée, la quantité de données transmises. Et donc, allons vraiment chercher là où il y a une vraie valeur ajoutée, en tout cas tant que nos compétiteurs ne sont pas sur d'autres approches. Oui, ce que tu évoques, l'IA que tu évoques me fait penser à du profiling de personnes pour comprendre ses attentes, ses goûts, etc. Et qui, si je ne me trompe pas, se rapproche pas mal des IA catégorisées comme inacceptables. Tout ce qui est social profiling est normalement interdit. Donc, c'est intéressant de voir que. J'ai pas le nom de cette personne, non, je ne vais pas pouvoir. Par contre, ce qu'on observe quand même, c'est que cette innovation, elle a été d'abord utilisée par les personnes physiques dans leur quotidien. Et on voit bien, même les enfants aujourd'hui sont dessus pour tout. Et je pense qu'on n'est pas loin aussi d'y aller assez régulièrement sur ChatGPT pour avoir une information. Donc, ça rentre dans nos vies, ce genre d'utilisation, parce que c'est pratique, c'est facile, c'est instantané. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se réplique au niveau professionnel. Et on le voit bien, nous, ça nous est demandé pour le mettre en place dans le parcours client. Le fait de l'utiliser au quotidien et de se dire je le retrouve pour plus de facilité, eh bien ça fonctionne. À l'inverse d'une technologie qui n'est pas dans nos vies quotidiennes et qu'on implanterait au niveau pro, ça marcherait certainement moins bien parce que c'est déjà implémenté. Et que demain, le fait de l'avoir, est-ce que les gens vont pouvoir s'en passer? Je pense qu'ils ne pourront pas. Et on reviendra sur ces aspects-là dans un court instant. Je veux juste finir sur l'aspect durabilité. Et notamment toi, Christophe, je sais que donc, vous êtes une entreprise à mission qui fait que ça apporte certaines droits et devoirs, on va dire. Comment justement les aspects environnementaux notamment sont pris en compte? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, effectivement, on est filiale, nous, d'une entreprise à mission. Notre actionnaire est entreprise à mission. Donc, moi, ce que j'aime à dire souvent, c'est que dans entreprise à mission, il y a entreprise. Donc, une entreprise, ça se doit de se développer, d'évoluer, d'être dans son marché, dans son environnement concurrentiel. Et donc, les logiques de tech, d'intelligence artificielle, blockchain, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est complètement incontournable pour répondre à la mission de cette entreprise. Et puis à mission, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qu'est une entreprise à mission, mais c'est quand même des choses qui sont statutaires, auditées, externes, etc. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans vos statuts, certaines réalités de vos missions, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas du marketing, c'est une réalité qui est contrôlable. Dans le à mission, c'est, quelles que soient les évolutions technologiques, j'ai envie de dire, mes valeurs priment. C'est à peu près ça. Et donc, les valeurs d'éthique, les valeurs de gouvernance et bien évidemment la logique environnementale dès lors qu'elle est intégrée dans ces statuts, ce qui est notre cas. Donc, on doit avoir un mix clair entre on est une entreprise et donc elle doit être dans son environnement concurrentiel et on doit, autant que faire se peut, venir être dans la logique de respect et d'accroissement du respect de nos propres valeurs par rapport à l'engagement qu'on a pris. Donc ça, c'est un élément fondamental. Alors après, on prône la transparence, donc on va être transparent. L'IA générative, c'est un fléau environnemental. Ça serait mentir que de dire le contraire. Ça consomme de manière stratosphérique en termes d'énergie. On parlait de Stargate, sur les 500 milliards de dollars d'investissement, il y a plus de 100 milliards exclusivement pour venir alimenter en énergie les data centers qui vont être fabriqués. Donc, et effectivement, ça va être de l'énergie à la mode US, voilà. On voit à peu près ce que ça veut dire d'un point de vue environnemental. Donc oui, il y a un énorme sujet sur la réalité environnementale autour de tout ça. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est encore une fois, on n'est pas des magiciens, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder comment, à notre échelle, et par rapport au mode opératoire qu'est le nôtre et aux 3-4 grandes valeurs dont l'environnemental fait partie, qu'on essaie de défendre, comment on peut faire en sorte de développer nos activités avec cette technologie tout en respectant un maximum les choses. Alors, c'est quoi ? C'est essayer d'être maître un minimum de ces data centers, fabriquer ses propres data centers avec le biais environnemental maximal. C'est-à-dire, on peut imaginer aujourd'hui faire un data center comme on monte un building sous des formes HQE. Comment je l'optimise énergétiquement? Il y a des stratégies de free cooling, de cloisonnement des serveurs, d'énergie solaire pour venir alimenter des systèmes de refroidissement, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est une pierre à l'édifice. C'est pas miraculeux, mais en tout cas,
ça vient compenser une partie de la consommation. Donc, il y a cette réalité-là. Il y a la réalité aussi de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire comment, dans les outils que j'utilise et l'obligation que je vais avoir de les faire évoluer d'un point de vue techno, ben, je ne mets pas à la benne ce que j'ai déjà fait, mais comment je peux avoir des logiques de dons à des PME, des ONG, peut-être qu'il y a des moyens de cession sur du marché secondaire, etc., etc. Donc, comment je fais en sorte que je ne crée pas une surconsommation à la consommation qui est corrélée à la réalité du changement de ce matériel. Et puis, ce qui a été évoqué, c'est évidemment, il y a deux sujets d'un point de vue RH, de mon point de vue, de la formation. On évoquait les prompts, un môme aujourd'hui, j'ai aussi des adolescents. Il va itérer avec la machine. Donc, à chaque fois, il va parler, puis elle va lui répondre, puis il va lui reparler, elle va lui répondre, etc. À chaque fois, c'est une sorte de WhatsApp, voilà. À chaque fois qu'il va itérer, il va reprendre la même logique de consommation. Voilà. Donc, former les gens, quand j'ai évoqué que nous, on avait des cas d'usage sur des gens qui vont utiliser du GPT-like, on ne va pas leur dire, tiens, tu as accès, puis amuse-toi. On va leur dire, voilà, un prompt cohérent, c'est ça. Et normalement, si tu es bon et que tu es bien formé, tu n'en fais qu'un. Tu n'en fais pas 50 et tu n'itères pas pendant. Ben, ça paraît anecdotique, mais c'est colossal en termes d'influence si tout le monde le faisait. Évidemment, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc c'est ces sujets de formation et effectivement ces sujets d'accessibilité. Est-ce que 100% des collaborateurs du groupe ont besoin d'accéder à ChatGPT ou Mistral bah non. Donc on va donner l'accès à la réalité faut que ça soit en cohérence avec la réalité du besoin. Donc c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui nous permettent de venir essayer le plus possible d'être dans cette logique de baisse de consommation. Alors après, pour ceux que ça intéresse, il y a une énorme partie dans le rapport annuel de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ces sujets environnementaux, tech, etc. C'est assez intéressant. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre bout à bout. Très bien. Il nous reste juste quelques minutes. Je vais laisser au moins 3 minutes pour les questions. On va essayer de conclure. On devait parler impact sociétaux aussi, parce que la responsabilité, c'est aussi la responsabilité sociétale. On l'a un peu évoqué, Fabien et Christophe en ont pas mal parlé. Je ne sais pas, de votre point de vue, est-ce que toi, tu penses que justement l'IA va changer vraiment, avoir un impact sociétal fort? On parle de perte d'emploi, disparition, etc., de la masse salariale. Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que c'est le genre de discours qu'on entendait aussi il y a quelques années avec la robotique, les RPA, des choses comme ça. Oui. Est-ce que là, c'est différent? Oui, pour moi, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'individu ou le collaborateur qui exploite l'IA remplacera celui qui ne l'exploite pas. Je crois plutôt en ça, plutôt qu'en une IA qui va venir remplacer tout le monde. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Altman, patron d'OpenAI, il vous dit que GPT d'aujourd'hui est 1 million de fois moins performant que celui qui sortira en 2030. 2030, c'est demain. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Et la réalité de l'IA aujourd'hui, c'est que un médecin est dépassé par la machine sur l'analyse d'une radio. Et c'est confirmé par 100% des médecins dans le monde que la radio d'analyse de la détection d'un cancer X ou Y est systématiquement fait en amont par la machine versus l'individu. Donc on est dans quelque chose où ça devient complètement incontournable. Alors je ne crois pas au remplacement de l'humain par la machine. Maintenant, effectivement, ça impose, et ce serait naïf de ne pas l'imaginer, et c'est pour ça qu'il y a des interactions extrêmement fortes avec les RH, ça impose aux entreprises d'anticiper la réalité de ce que seront les jobs des gens dans 5 ans. Mais j'ai envie de dire, tu parlais de la robotique, c'est la même chose que quand on est passé de la machine à écrire au PC, ça n'a pas tué 90% des collaborateurs. Donc on est un peu dans la même philosophie. Et puis, je vais juste pour conclure, moi, il y a deux grands sujets qui ont été évoqués en 2024. Il y a eu le rapport Draghi d'abord, et donc le fameux target des US à 500 milliards de dollars d'investissement. Quand on lit le rapport Draghi de 2024, il veut un plan Marshall européen qui est 500 milliards d'euros d'investissement, et notamment dans la tech. Donc, j'ai très envie, parce que moi aussi j'essaye de voir le verre à moitié plein, j'ai très envie de me dire qu'enfin l'Europe va réagir à l'environnement mondial dans lequel elle est et venir se positionner comme elle se doit en rapport de force avec le reste du monde sur ces sujets-là, et investir et créer une espèce de souveraineté et d'indépendance par rapport à ça, tout en respectant intrinsèquement ses valeurs, évidemment. Le deuxième, c'est le rapport du GIEC, et ça c'est hyper intéressant, et ça revient sur le sujet sociétal, c'est que le rapport du GIEC de 2024, il évoque qu'il y a il n'y a plus qu'une transition qui est la transition
énergétique, environnementale, qui était la seule et unique qui était centralisée dans les rapports du GIEC. Il y a maintenant une transition technologique. Donc, l'humanité va être impactée intrinsèquement et profondément par la réalité de ces évolutions technologiques comme jamais. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir les deux cadres. Et dans cette notion de logique de verre à moitié plein, et j'ose espérer qu'on pourra avoir une exploitation dans cette transition, on va dire, technologique qui va influencer l'humanité au sens large, qu'elle va pouvoir aussi avoir des vertus dans cette logique de transition énergétique et environnementale, parce que si elle est capable d'être plus performante qu'un être humain dans la capacité d'analyse d'une maladie X ou Y, pourquoi elle ne serait pas capable de nous apporter des solutions alternatives, on va dire, à des sujets de transition énergétique ou d'optimisation de sa propre consommation énergétique. Alors après, voilà, tout ça, on peut philosopher pendant très longtemps là-dessus, mais je trouve que c'est hyper intéressant que d'avoir conscience du fait que oui, a priori, ça va être un très grand changement. Et puis je conclurai là-dessus, c'est parce que des chocs technologiques et des évolutions, des révolutions technologiques, on en a vécu plein. Mais à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, souvent elle mettait 8, 10, 12 ans à s'intégrer complètement et à évoluer. Là, on a un choc techno annuel. C'est-à-dire que, voilà. Donc tous les ans, il y a une nouvelle révolution qui vient accélérer les choses. C'est toute la difficulté. Et c'est là où il y a une transition technologique, c'est que on n'a plus complètement le temps de s'adapter. Et donc, il va falloir mécaniquement changer un petit peu les modèles. Il y avait l'adaptabilité au climat, au changement climatique, il y a l'adaptabilité au changement technologique aussi. Exactement. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit et qu'on estime que les différents métiers de l'entreprise doivent l'anticiper et ça influera sur les collaborateurs, c'est clair. Ok, donc on va conclure. Je vais juste pour terminer, vous donner la parole à chacun en une phrase vraiment très courte. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut justement implémenter de l'IA et justement faire attention aux aspects éthiques, lequel serait-il? Je commence avec toi, Fabien. En une phrase très courte. En une phrase, là où il faudrait 3 jours. Très court. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment se dire d'aller chercher, et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire aussi sur les différentes évolutions, révolutions technologiques, c'est d'aller chercher là où c'est absolument indispensable, avoir cette logique-là. Pas juste pour des questions éthiques et durables, mais aussi parce que je pense que ça a aussi des effets quant à la rentabilité de l'entreprise, parce que si on fait de l'IA générative tous azimuts, c'est sûr qu'on fera des trucs qui serviront à rien. Donc c'est une combinaison des deux. Donc ça, c'est une approche. Ça, c'est la première partie de la réponse. Et l'autre chose, c'est justement, c'est comme toutes ces révolutions technologiques, au final, c'est de regarder la partie tech, elle est toute petite. Et c'est de regarder tout le reste, d'inclure tout le reste avec. On a beaucoup parlé de ressources humaines parce que ça en fait pleinement partie, d'intégrer les logiques RSE, d'intégrer la totalité de l'entreprise, d'intégrer évidemment la réponse à ses compétiteurs pour pas avoir raison tout seul. Enfin, bref, se focaliser sur ce qui est absolument indispensable, avoir une approche la plus raisonnable possible, mais sans être non plus une oie blanche dans le marché. Donc être sélectif et regarder le sujet dans son ensemble. Moi, je dirais que sur le segment financier et assurance, c'est aux professionnels, comme nous aujourd'hui, de réfléchir aux points clés, parce que le champ des possibles, il est quand même énorme avec l'IA. C'est de réfléchir dès maintenant aux points clés qui nécessitent d'apporter de la valeur ajoutée, du gain de productivité, de la gestion de la donnée qui peut être vraiment importante avec un accroissement de la conformité et de trouver ces sujets sur l'IA qui puissent aider ses collaborateurs, ses distributeurs. Parce qu'aujourd'hui, le modèle, il est là. On a des distributeurs, on n'est pas là pour remplacer les distributeurs, on est là pour les aider, pour les accompagner et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces. Mais je pense qu'il faut commencer aujourd'hui. C'est pas déjà commencé, hein, évidemment, hein, comme certains d'entre nous, voilà. Mais il faut commencer aujourd'hui parce que celui qui commence après-demain, il sera en retard, quoi. Christophe. Moi, j'ai envie de dire, voilà, jouer les développements et respecter les règles éthiques, environnementales, c'est d'abord moi, je suis un pur produit normand, donc on va dire du bon sens paysan, du pragmatisme, voilà, faut intégrer du bon sens dans la réalité de ce qu'on implémente. Et puis notre deuxième sujet en tant
en tant qu'entreprise, c'est on va dire client first, hein, pour dire à l'américaine. C'est qu'est-ce que je fais qui vient répondre à l'intérêt de mon client, qu'est-ce que ça lui apporte. Et c'est ça aussi, avoir du bon sens et du pragmatisme. L'idée, c'est pas de se faire plaisir ou d'être confortable, c'est de faire quelque chose qui apporte quelque chose et de la valeur ajoutée que vient chercher votre client quand il vient chez vous. Donc voilà. Bon sens paysan et création de valeur, on va finir là-dessus, ça me va très bien. Voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a le temps pour des questions déjà, Vincent? Ok, très bien. Moi, j'ai déjà 3 questions dans la pièce déjà. Alors, je n'ai pas vu. On va commencer par monsieur. Et je voudrais savoir, dans vos organisations respectives, comment est-ce qu'en pratique des fonctions typiquement de la conformité ou des risques détectent ou s'assurent de la détection des biais ou du respect, par exemple, de l'IA Act dans la production de modèles machine learning ou IA spécialisés auxquels vous avez fait référence? Je peux commencer si tu veux, mais nous, c'est pas compliqué. Et c'est là aussi où on expliquait l'évolution des métiers, mais au sein des compliance, on a des gens de plus en plus tech-orientés, donc en tout cas avec certaines capacités de notions qui peuvent même être issues du monde indirectement, originellement de l'IT ou du dev. Et donc, nous, c'est pas compliqué. La corrélation, elle est totale à un accord du compliance. Donc, il se passe rien si on n'a pas un Stempel, c'est clair et net. Donc, en ce qui concerne la réalité des modèles de machine learning, ils vont aller jusqu'au bout de la capacité d'audit. Est-ce qu'il est auditable à tout moment sur chaque exécution, sur chaque logique qui va venir déterminer l'arrêté de ce que c'est capable de faire en termes de process ou autre. Donc, c'est clairement la capacité d'avoir une vision extrêmement claire de la manière dont fonctionne le modèle et sa capacité de le contrôler dans le temps. C'est-à-dire, non seulement je l'audite à un instant T, mais j'ai des capacités de contrôle récurrentes et automatisées. Donc, ça rentre complètement aujourd'hui dans leur cahier des charges. Et pour compléter en 2 secondes, c'est en lien avec ce que j'évoquais juste avant, c'est de se dire ces sujets-là ne sont pas que technologiques, mais sont aussi évidemment RH. Christophe évoquait l'acculturation qui a été faite dans son entreprise. Je pense que les premiers à former sont les personnes de la compliance avant tout autre collaborateur. Ouais. Et il n'y a pas que l'IA, hein. Enfin, il y a la surveillance humaine aussi de tous ces modèles. Donc, il faut un comité pour s'assurer que toutes ces règles qui viennent d'être expliquées soient en cours dans le temps, hein, et surveillées dans le temps. Je vais passer la parole à une deuxième question. Je reviens un peu sur la gestion d'actifs elle-même. Comment vous voyez l'aide de l'IA, outre la gestion quantitative, donc dans la gestion active des banques, des assureurs, etc., pour l'avenir? Ouais, alors c'est un super sujet, hein, on s'interroge. Nous, on la regarde d'un point de vue, on la regarde déjà d'un point de vue onboarding. Ce qu'on constate beaucoup, c'est que c'est un exemple que je prends assez souvent quand vous faites un dîner avec des amis ou avec de la famille qui ne travaillent pas du tout dans l'industrie. Dans un langage naturel, ils vous disent « Ok, comment je dois investir? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin, on vous parle tranquillement. Quand il va faire les diligences sur son site web ou chez son banquier, où il devient fou, parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui demande, des KYC & Co. Donc, on croit, nous, assez fortement à la capacité d'intégration de l'IA et du langage naturel dans une facilitation de l'onboarding. Ça, c'est un premier élément. En termes de gestion pure et dure, il y a un sujet qui est extrêmement bloquant aujourd'hui, encore une fois, c'est s'il n'y a pas une capacité parfaite d'audit du modèle, il n'a pas le droit d'avoir une quelconque interaction avec une logique de gestion. Et donc, l'IA générative, à ce stade, en tout cas, c'est no way. En tout cas, c'est inconcevable. On ne l'exploite pas pour ces raisons-là. Moi, je crois davantage à une logique d'IA générative dans des modèles de délégation de gestion, c'est-à-dire comment elle peut venir apporter du bon sens dans une logique de création d'allocation et donc d'arbitrage éventuel dans des mandats de gestion, dans des gestions pilotées ou autres, ce qui est déjà utilisé, on va dire, avec des modèles digitaux, quantitatifs, mais où ça peut venir apporter un peu
un peu de valeur ajoutée. Après, rien n'interdit à personne de venir utiliser des modèles d'IA génératifs pour regarder comment ça gérerait. On peut faire des POC autour de tout ça, se challenger, venir challenger des gestions, etc. Mais voilà, je ne sais plus avec qui je discutais l'autre jour sur... il y a une société de gestion qui est élue de manière assez régulière avec la meilleure analyse économique du marché et côté pointu, puis avec gestion rétroviseur, voir que les inputs qui avaient été donnés étaient bons. Il s'avère que c'est des grosses équipes avec des tas de gens. Derrière, il y a eu des modèles qui ont été montés sur IA générative et qui ont un prédictif qui est encore un cran supérieur. Donc voilà, donc oui, ça va venir influer la gestion active, mais ça sera pas, ça n'exécutera pas en tout cas. Voilà, c'est un peu ça. Mais ouais, c'est la suite logique, on va dire, de modèles quantitatifs algorithmiques dans la manière d'analyser de la part des gérants. Et ça, c'est vrai sur le financier, mais c'est aussi vrai sur des actifs non cotés. C'est là où ça prend beaucoup plus de valeur d'ailleurs. Juste pour, excusez-moi, pour compléter la réponse que tu viens de donner, Christophe, là où où il y a déjà des cas d'usage, et ça reprend la question de tout à l'heure, c'est l'usage de l'IA générative sur, le data crunching de l'ensemble des données documentaires liées au prospectus et à la conception des fonds visant à s'assurer, en fait, l'IA générative est utilisée pour s'assurer que la gestion en continu est toujours en ligne avec les principes du produit. Enfin, j'essaie de m'expliquer en français. S'assurer à tout moment dans les actes d'allocation, sélection, arbitrage et vie des produits sur de la gestion active que ce que l'on fait, donc là, toujours sur un contrôle humain et un arbitrage humain, est bien en cohérence avec le cadre du produit financier tel qu'il a été conçu, déclaré à l'AMF, donc à travers son prospectus, son horizon, sa thématique, sa géographie, enfin tous ces éléments-là. Ce sont déjà des cas d'usage qui sont en production dans certains outils de certaines sociétés de gestion. Mais c'est ça, en fait, l'IA générative va être à tout ce qui est connexe à la gestion active, on va dire. Elle ne va pas générer, a priori, à court terme en tout cas, de gestion active en elle-même. Voilà. Donc, bien en complément. Est-ce que ce sera un critère de choix pour un client ? Est-ce que si une boîte est très tech, IA générative ou quoi, d'ailleurs, on ne soulève pas le moteur, ce sera un critère de choix ou de désaffection demain, d'après vous? Une boîte qui n'est pas tech, par exemple, et qui reste très humaine et plus lente et peut-être moins efficace versus ce que vous dites, est-ce que demain, on va vous quitter, nous, au retail, ou est-ce que pas? Alors là, je ne vais pas du tout être politiquement correct, mais bah, vraiment pas politiquement correct, mais aujourd'hui, les clients qui sont les nôtres, quand on est asset manager, ce qu'ils veulent, c'est de l'alpha, point à la ligne. Ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est de l'alpha. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut autour. Je suis le plus beau, je suis le plus tech, je suis le plus ESG, je suis le plus ci, je suis le plus ça. Son sujet numéro 1, c'est génération d'alpha. Voilà. Donc, est-ce que oui ou non, la réalité de ce que... Alors moi, par contre, je suis convaincu que oui. C'est-à-dire que la réalité de ce qu'on est en train ce sur quoi on travaille dans les logiques de modèles de machine learning sont, de mon point de vue, générateurs d'alpha. Mais c'est ça qu'il va aller chercher avant tout. Donc, c'est pas le fait qu'on lui dise qu'on utilise de l'IA. Ça, c'est le premier modèle. La deuxième logique, s'il y a des sociétés de gestion qui ont créé des fonds sur un schéma extrêmement traditionnel, mais qui viennent jouer la thématique de l'IA. C'est autre chose. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, moi, en tant qu'investisseur, je crois en la capacité d'évolution des boîtes qui travaillent de près ou de loin autour de l'IA. Voilà, ça, c'est un choix capitalistique sectoriel. Voilà. Mais je pense que pour un client, à l'arrivée, il a de la performance ou il n'en a pas. Oui, je pense que c'est un biais de nos clients de se dire on peut avoir un peu la même approche avec tous les aspects RSE. De se dire est-ce que des clients vont nous quitter ou au contraire vont venir vers nous parce qu'on est plus ou moins RSE. C'est un sujet, c'est une question qu'on se pose tous les jours et assez vite on arrive à la même conclusion de se dire à ce stade, à aujourd'hui, à ce que nos clients viennent chercher, c'est avant tout de la perf. Et alors on est ça sur le haut de la gauche, ce qui est dans les coins et peut-être est-ce que ces coins vont grandir, ça l'avenir nous le dira. Après le client il vient chercher sa perf, mais il rentre d'abord chez un banquier, chez un assureur, et il choisit aussi
son conseil en fonction du service qu'il peut lui apporter à côté. Et service plus perf, je pense qu'il est content, quoi. Et c'est là où, pour le coup, il peut y avoir un apport, c'est que le service peut être, et notamment le service et la relation humaine, peuvent être augmentés parce que ces services et ces relations humaines ont plus de temps, ont plus de capacité à apporter du vrai service, à prendre le temps de s'occuper des clients, parce que tout ce qui est non générateur de valeur est fait par ailleurs. Si le conseiller, automatiquement, il peut générer une adéquation de sa gouvernance ESG, le conseiller sera content, il aura plus de temps pour parler des perfs, etc. Ouais. Proposition stratégie patrimoniale faite par un GPT, et va vous dire, voilà, moi, vous m'avez proposé ça il y a 5 ans, l'IA me propose ça, enfin, GPT me propose ça, comment... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, après, voilà, il y en a qui le feront, il y en a qui le feront pas. Ça existe depuis là aussi, pour d'autres raisons, mais ça existe déjà. Mon beau-frère, il a fait ça, il est meilleur. Ah, non, mais voilà. Donc, c'est l'arrêté de l'échange. Alors, je vais... Merci. Merci pour vos interventions qui prouvent quand même qu'il y a des travaux sur l'indépendance, notamment quand on parle de toute la partie le cloud avec et les Américains. C'est très rassurant. Moi, j'avais 2 questions à vous poser. D'une part, est-ce que vous avez constaté l'utilisation de Shadow AI de la part de vos collaborateurs? Parce qu'on sait que quand on a des facilités qui sont proposées, on va les utiliser même quand c'est pas corporate. Et donc la question derrière qui suit, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il va y avoir un appauvrissement des connaissances et des compétences, ou est-ce que vous avez justement une action pour lutter contre cet appauvrissement possible de la part de vos collaborateurs? Parce que si à la fin on a tous les outils qui font l'assistance, est-ce qu'à la fin, le collaborateur doit en savoir autant que ce qu'il doit savoir aujourd'hui? Alors, Shadow AI, c'est une bonne question. Nous, on est, encore une fois, dans cette logique, on est convaincu du fait qu'il faut être sur le sujet, faut le travailler, faut l'implémenter vite et bien en respectant les règles. Pourquoi? Encore une fois, on n'a pas des collaborateurs qui sont des barbouzes, mais l'individu est ainsi fait. Si vous avez un collaborateur de 25 ans qui sort d'école de commerce, qui a 90% du temps exploité, fait évoluer, répondu à ses partiels ou autres en utilisant une intelligence artificielle, et que quand il arrive dans le monde de l'entreprise, il n'a plus accès à la réalité de ses outils, ça va être un critère de choix pour lui. Ça, ne faut pas le mésestimer. C'est-à-dire que la réalité du niveau technologique de la boîte devient un critère de sélection par les collaborateurs. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un forward d'un document sur une boîte perso, il va utiliser le GPT, il va se le renvoyer, puis il va exploiter. Et donc, tout ce qu'on ne veut pas faire va être fait. Donc, on doit donc avoir un minimum de contrôle et de vigilance par rapport à ça, de manière à ce que ça puisse pas s'opérer. Donc voilà, on contrôle un minimum les mouvements de sortie vers des boîtes perso, des boîtes pro. Et la deuxième chose, on fait en sorte de venir équiper le plus vite possible et le plus rapidement possible sur les outils de base. Après, en ce qui concerne l'appauvrissement, c'est peut-être naïf. Moi, je pense que c'est pas complètement de l'appauvrissement, c'est, en tout cas, j'espère. L'idée, c'est qu'ils feront pas le même job, en fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des tâches récurrentes, répétitives, ou qui font perdre un minimum de temps, qui seront faites de manière différente, et donc le job des individus, enfin, ce qu'ils auront en appauvrissement d'un côté, ils l'auront en enrichissement de l'autre. Voilà, ça en tout cas j'espère. Je souscris, donc je vais juste compléter sur un point. On parlait du prompt tout à l'heure et du fait de pouvoir rédiger des prompts les plus efficaces. Il se trouve que les LLM en France ont été notamment entraînés sur la littérature classique. Donc c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, plus on parle un français soutenu, plus les prompts sont efficaces. Donc c'est aussi une autre forme de lutte contre l'appauvrissement à laquelle qu'on pourrait craindre.
Merci pour vos interventions, Thierry Groulet. Moi, j'ai deux questions. J'ai une question. J'étais commercial dans l'informatique pendant très longtemps. Et ce que j'ai constaté, c'est que sur les sujets qui apparaissaient comme de récupération d'opérations, après intrusion, de plan de reprise d'activité, de tout ça. Souvent, les directions, c'était les premiers budgets qui raboutaient. Donc, dans vos différents cas de figure, comment vous assurez-vous que la gestion des biais est véritablement réalisée? Quel budget ça représente, sans transmettre des informations confidentielles, de vos différentes opérations? Donc, je pense que pour un crédit mutuel qui fait 2,2 milliards de profits, c'est plus facile à faire que pour une société générale. Mais voilà, c'est un peu la question que j'ai en matière. Comment on arbitre entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'il faudrait faire, la pression de la concurrence et les sous qu'on a pour le faire, sans parler des compétences. Ça, c'était la première question. Bah, je vais faire une réponse un peu globale concernant ma structure. Ma structure est relativement récente, créée en 2006-2007, et avec comme valeur de construction de base, le socle de la construction, c'est d'être une société digitale. Donc, tous ces aspects-là, y compris sur les aspects plan de reprise d'activité, avoir de la haute disponibilité des données, des choses comme ça, c'est au cœur de la stratégie. Donc, à ce stade, c'est un arbitrage qui ne s'est pas posé. Donc, c'est plus dans cette logique-là. Comment ça pourrait se passer dans d'autres organisations? Je dois bien dire que je n'ai pas la réponse à cette question. Et nous, de manière très schématique, je vous évoquais qu'on avait on avait sollicité les collaborateurs pour avoir des remontées de use case. On en a eu 180. On va dire que sur les 180 use case, à l'arrivée, quand on agrège ceux qui se ressemblent, il y en avait une centaine. Et on en a priorisé 10. Donc voilà, donc on en a supprimé 90. C'est comme ça qu'on fait les arbitrages. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fera pas, qu'on ne veut pas les faire. On considère qu'ils sont moins en lien avec la réalité et l'urgence stratégique qui est la nôtre à moyen terme. Il faut faire des choix, c'est clair, incontestablement. Donc oui, il y a de l'arbitrage à faire. Oui. Nous, on travaille avec une trentaine de banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion. Ce sont nos clients, on les écoute, ils ont des besoins, on partage et à un moment donné, on développe. Voilà, en fonction de leurs besoins. C'est aussi simple, on met les équipes techniques en face et on produit et on leur apporte, on va dire, la réponse à leur expression de besoin. Voilà. Mais on est aussi en amont à leur proposer des choses efficaces. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pour être efficace, le partage en amont du sujet qui peut correspondre, eh bien, il est hyper important, quoi. Voilà, parce qu'il faut trancher à un moment donné. Il y a trop de possibilités, quoi. Puis après, chacun a sa vision du cost income. Voilà, moi, je considère que les investissements d'aujourd'hui sur ces sujets-là, même s'ils sont à payback 5 ans, c'est l'income futur. Donc c'est du débat, hein, pas vous mentir. C'est du fight de temps en temps. C'est des divergences de point de vue, mais oui, là, aujourd'hui, il faut investir. Il n'y a pas d'alternative. Donc, il faut assumer du coup. Merci. Et ma deuxième question, elle était plus en lien avec une certaine perception que j'ai pu avoir, à tort sans doute, de vous parler de la clientèle. La clientèle, pour moi, ce n'est pas une clientèle monolithique. Il y a des jeunes, par exemple, qui sont très utilisateurs de ChatGPT et ils vont vous choisir ou pas parce qu'ils voient qu'investir dans l'immobilier, c'est devenu compliqué ou ça va devenir de moins en moins évident, il y a de moins en moins de visibilité et donc ils vont peut-être se reporter vers des gestionnaires d'actifs pour voilà, pour arbitrer. Et inversement, il y a la personne comme moi qui a 63 balais et qui est jeune retraité et qui a d'autres priorités
qui, moi j'ai la chance d'avoir travaillé dans la tech, mais effectivement. Donc comment vous segmentez la clientèle? Enfin là c'est une question pour les trois. Franchement, c'est vraiment un vrai sujet, quoi, parce que la clientèle de demain, c'est une clientèle des jeunes dont vous parlez, qui est habituée à utiliser des outils ultra digitaux, quoi. Donc, ce qui est évident, c'est que les industriels de la finance doivent s'adapter à cette clientèle de demain, fatalement. Et donc, les modes de distribution de produits financiers doivent s'adapter. Et dans ce cadre-là, on revient à la question précédente. Il faut imaginer pouvoir répondre à cette expression de besoin de demain. Ça nécessite une réflexion, une vision et des développements. Et ceux qui ne le feront pas resteront des établissements qui ne répondent pas aux besoins. C'est aussi simple. Après, il y a aussi un sujet d'expérience utilisateur, c'est-à-dire, vous avez évoqué le jeune et le retraité. Déjà, la problématique patrimoniale n'est pas la même, a priori. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, c'est un sujet donc évidemment, les réponses adéquates en termes de gestion de patrimoine, elles seront individualisées. C'est aussi ce que va apporter la tech. C'est une capacité d'hyper-personnalisation qui va vraiment avoir de la valeur, vu de mon point de vue, vu de ma paroisse. La deuxième chose, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, moi, j'ai souvenir de mon père, ma grand-mère, je ne vous en parle pas, quand il y a eu la naissance du web, qu'on pouvait commencer à consulter ses comptes sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne veux pas en entendre parler. Et puis après, il y a eu une amélioration des expériences utilisateurs. Et aujourd'hui, franchement, si on met un tout petit peu d'effort, n'importe qui peut exploiter cette réalité-là. Ce n'est pas over compliqué. Donc voilà, donc je pense que l'expérience utilisateur va être quelque chose d'ultra important de la part des structures. C'est-à-dire que je dois rendre les choses pédagogiques, fluides et agréables d'utilisation. Et puis ensuite, l'hyper-personnalisation en termes de réponse à la problématique, évidemment, quand elle est patrimoniale. On évoquait tout à l'heure Revolut et le système de gratuité du change qui est survalorisé par les jeunes générations. Voilà, c'est juste cette expérience-là qu'ils viennent chercher, c'est rien d'autre. Donc voilà, donc c'est une réponse à un besoin à un instant T qui est fondamental. Et je pense aussi que c'est pas comme si les entreprises devaient veiller à rester en ligne avec les besoins des populations comment dire, plus âgées ou plus jeunes, etc. C'est surtout qu'ils ont des produits qui répondent à certains besoins. Les produits évoluent et prennent de l'âge avec les populations. Et l'enjeu, c'est surtout de s'assurer qu'on reste capable de répondre aux besoins des nouveaux besoins qui apparaissent, des nouvelles générations, pour ne pas devenir hors course. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. D'autres questions? Oui. D'abord, merci pour votre intervention respective. Ma question était sur les cas d'usage IA. Aujourd'hui, quelle est votre approche pour, je dirais, anticiper les potentiels biais que peuvent avoir les cas d'usage IA lors des phases de brainstorming et de recueil de besoins? Et quels sont les axes d'amélioration pour, je dirais, mieux traiter ces biais en amont? Merci. Je pense avoir apporté un élément de réponse tout à l'heure. Concrètement, c'est effectivement de faire énormément de tests au départ quand on fabrique un prompt statique et dynamique pour qu'il soit le plus efficace possible, qu'on ne revienne pas 10 fois sur la régénération de ce prompt. Donc, il doit être ultra efficace. Faire énormément de tests pour identifier ces biais. Voilà. Et puis, une fois qu'on considère que c'est bon, on le met en production. Il y en aura toujours fatalement quelques-uns. Donc, c'est de mettre tout un chaînage pour que l'utilisateur puisse le faire remonter et qu'il puisse être traité par les équipes d'analyse et les équipes techniques, quoi. Déjà, à minima, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça, l'expérience, le proof of concept. Nous, on a des modèles machine learning de logique de gestion qui tournent depuis 18 mois, mais ils sont chez nous. Voilà. L'expérience, travailler, proof of concept, on regarde, on analyse, etc. Il faut faire, en fait, voilà, tout simplement. Il faut agir. Et intégrer le feedback.
Et intégrer le feedback de façon la plus continue possible. Et ça, c'est presque comme RGPD, où il faut le faire by design. Intégrer le feedback le plus tôt possible. Finalement, c'est relativement proche de beaucoup de projets de déploiement de technologie. Embarquer les utilisateurs, avoir des sponsors maîtrise d'ouvrage, prendre en compte les expressions de besoin du client, développer, tester, avoir des pilotes, intégrer, déployer, prendre en compte tout ce qui est évolution pour lotir les prochaines résiliences évolutives. Alors, on n'en est pas encore là, hein, c'est pas encore une industrie qui est stabilisée, mais finalement, moi, j'ai l'impression que ça donne. Je prendrai une dernière question et après, on passera à une question une question en ligne. C'est qu'on est en train d'arriver à une espèce de phase de maturité. Alors peut-être pas forcément une phase de maturité complète. On est passé des systèmes experts, du mainframe, ensuite système expert, ensuite la BI, ensuite la webisation des applications, des outils métiers, l'APIisation, l'IAisation a démarré avec les premiers outils de machine learning non supervisés. Ça s'est affiné avec du machine learning supervisé. On a eu quelques, on va dire, forks, pour ne pas reprendre un terme utilisé dans d'autres domaines un autre domaine qu'est la blockchain, mais sur l'IA causale et sur des choses un peu plus poussées qui industriellement se développent moins, mais existent. Là, on arrive sur l'IA générative. On est en fait vous êtes en train de prendre en main cette technologie-là. Il y avait une question tout à l'heure sur PRAP et CA. Finalement, à partir du moment où vous, industriels, allez maîtriser cette technologie, la différence versus de la maintenance et de la continuité d'activité sur des applications normales, est-ce qu'elle sera majeure? Je pense que ça fait partie des choses que les partenaires ou les équipes IT prennent en compte et maintenant ça devient quelque chose, je dirais, qui est quasi industrialisé, avoir ces instances, en assurer, être capable de les répliquer, de les remettre en route en cas de problème. On est en train de passer ce premier cap, en fait, cette arrivée de la vague IA. Et ce que vous nous avez démontré, c'est qu'en fait, il y a appropriation de ces technologies et maturité sur, je dirais, leur usabilité, leur rentabilité et leur mise à disposition. On n'est pas encore dans l'industrialisation complète, mais vous avez bien démontré qu'on avançait sur comment les appréhender et comment les faire évoluer et les intégrer. Je vais passer la parole pour une dernière question en salle avant de vous poser une question en ligne. Merci beaucoup déjà pour la qualité de vos interventions. Dernière question du coup, quand on parle d'IA, on dit qu'il y a deux mouvements, les accélérationnistes et j'ai perdu l'autre mouvement, mais on pourrait dire les conservateurs. Donc les accélérationnistes qui sont pro-IA, pro-technologie de manière générale, les conservateurs qui ont tendance à mettre un peu plus le pied sur le frein ou à être plus prudents. Vous l'avez très bien dit, l'IA, c'est une formidable opportunité pour l'innovation, pour analyser des quantités massives de données, pour améliorer l'expérience client ou proposer de nouveaux produits et services de manière générale. Il y a aussi des risques, et vous les avez bien évoqués, notamment en termes de souveraineté des données. On sait que Elon Musk a créé X, qui est Twitter, qui est une formidable source de données et d'informations. Et vos clients ont tendance à s'exprimer beaucoup dessus. On sait qu'il est désormais ministre et peut potentiellement changer les règles du jeu. Quel serait votre positionnement par rapport à l'IA, plutôt accélérationniste ou plutôt conservateur? C'est une question difficile, désolé. Je me lance. Alors là, je raisonne pas du tout d'un point de vue politique ou autre, mais vraiment, je raisonne en entreprise. Hein. Les US, ils sont passés dans une logique libertarienne, dérégulée à 100%. Quand on regarde ça de la paroisse européenne ou française, il y a du conflit d'intérêts à peu près partout. Je rappelle que le président des États-Unis, la veille de son investiture, lance une crypto. Et dans le délire le plus total. En tout cas, vu de notre paroisse, c'est inconcevable. Si Macron fait ça,
immoler la seconde qui suit. Donc, c'est des choses qui sont complètement inconcevables. Mais par contre, la réalité, c'est que c'est toujours pareil. Ça peut être inconcevable pour des Européens, mais c'est fait et ils sont leaders mondiaux et ils vont investir massivement. Et encore une fois, je parlais d'expérience d'utilisateur. L'utilisateur, il a la mémoire très courte ou il est assez antinomique, c'est-à-dire si ça lui apporte quelque chose, il va prendre. Il va pas s'interroger sur est-ce que derrière c'est politiquement acceptable, est-ce que c'est environnementalement acceptable, etc., etc. Il va dissocier et siloter les choses. Donc c'est quand même l'environnement concurrentiel dans lequel on est. Donc moi, je suis ni plus partisan de l'un et l'autre. Je suis quand même un peu partisan de dire qu'il faut un minimum de valeur et de logique de répartition dans l'humanité. Ça me paraît pas complètement déconnant comme modèle de société en tout cas. Donc on ne doit pas renier la réalité de nos valeurs. Par contre, l'Europe, il est urgentissime qu'elle réagisse, ça c'est clair, et qu'elle réagisse de manière. Alors c'est peut-être pas notre logique et notre culture, mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez écouté le discours d'investiture de Trump, les mots qu'il emploie, la manière dont il parle, voilà. Mais il y a un moment où on est d'accord ou pas d'accord, ça le mérite d'être clair, d'être net, de donner une directive, d'emmener une espèce de population, de communauté dans une dynamique. Et je pense que l'Europe doit réagir exactement de la même manière et avec la même fermeté. Si on vous agresse, faut réagir, voilà. Et donc on a les moyens de le faire, je pense. Et encore une fois, moi je suis un anti-French bashing. Il y a énormément de players de la tech US qui sont des Français, hein, faut pas se tromper. Et beaucoup sont en train de revenir. Donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Mais faut respecter la réalité de nos valeurs globales, je pense, européennes, historiques. Je pense que c'est important. Oui, pour compléter, je pense que c'est difficile ou peut-être même impossible d'avoir raison tout seul. Donc il faut vraiment inscrire cette réflexion dans une logique globalisée, essayer, à mon sens, de pousser de l'influence autant qu'on peut, chacun d'entre nous, nos États, l'Europe ou autre, enfin déjà chacun d'entre nous, nos entités, de façon graduelle, pour orienter vers des valeurs qui seraient plutôt vers des choses de type éthique et durable, parce que ça a du sens, parce qu'à un moment, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens, de se dire parce que tout à l'heure on parlait des rapports du GIEC, mais on peut aussi regarder les scénarios de l'ADEME pour essayer de conserver un monde à peu près vivable. Quel scénario on va choisir? Est-ce que c'est le scénario tout technologique, auquel cas il faut y aller, on lâche la bride. Si c'est un des autres scénarios où la technologie n'est pas complètement au centre du truc, il faut y aller peut-être de façon un petit peu différenciée. Donc tout ça pour dire que ça s'inscrit dans quelque chose d'extrêmement global, vraiment au sens large. Et si on revient juste sur le sujet de l'IA, mais c'est vrai de pas mal de choses, voilà, c'est impossible d'avoir raison tout seul, donc il faut le faire du mieux qu'on peut, à mon sens, pour porter ces valeurs qui sont importantes. L'Europe et la France a historiquement toujours eu un peu une valeur d'exemple, sans doute à des moments où elle avait un pouvoir d'influence beaucoup plus fort que celui qui existe aujourd'hui. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Est-ce qu'on peut toujours le faire avec une influence qui est devenue limitée? Bon, ça, pour le coup, c'est à nos politiques de répondre à ça. Mais en tout cas, je pense que chacun d'entre nous, on peut aussi agir un petit peu dans cette logique-là pour apporter le plus de... tout à l'heure, j'évoquais on voit plein de cas, mais on y va de façon raisonnée. Ça me semble être la façon... là aussi, je partage le bon sens paysan sur cette approche. Très bien. Merci, messieurs, pour vos retours. Je vais passer donc à la dernière question, qui est une question en ligne de Madame Jacquier, qui nous dit « J'ai compris que lorsque vous intervenez, vous utilisez déjà l'IA pour traiter des données et des documents venus des clients. » Alors, vous, enfin pas tous, hein, mais et la question, c'est comment est-ce que les clients finaux sont prévenus et est-ce qu'il y a des réactions et des remontées de réactions de la part des clients, je dirais, lorsqu'ils constatent que le traitement des données qu'ils échangent dans le cadre de leur interaction avec leur conseiller ou leur banquier s'appuie sur de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous faire des retours sur ce point? Est-ce que c'est toujours un frein? Est-ce que c'est un warning? Ou est-ce que finalement c'est devenu
tellement banal que ça ne suscite pas de réaction. Fabien. En fait, dans les cas d'usage que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est vrai pour des cas d'IA de type machine learning et avec des serveurs et des interactions de données qui sont complètement encadrés dans nos systèmes. Dit autrement, ça ne fait pas de différence de ce point de vue-là, ça ne fait pas de différence avec un traitement de type système expert. La question néanmoins peut avoir du sens de se dire, même si ça ne fait pas de différence, est-ce qu'on doit justement dans une approche éthique prévenir le client? Je pense que c'est une bonne question. Sachant que si on prend les problématiques d'entrée en relation, d'identification des profils de risque client au sens MiFID, on utilise déjà, avant l'IA générative, on utilisait déjà des logiques de finance comportementale, de l'IA, et puis je dirais de façon historique, des règles de gestion, des systèmes experts, et ça n'est qu'une évolution potentielle. Christophe, sur la partie je pensais notamment à la partie oui, un peu directe. Les structures de gestion et de distribution font de la data science avant qu'existe l'IA en tant que telle. Donc en fait, j'ai envie de dire c'est juste une suite logique, sauf que c'est un terme qui fait peur. Voilà, et puis où les biais négatifs se voient très vite et il y a une surcommunication autour de tout ça. Moi, je crois, encore une fois, je prône envers et contre tout la transparence. C'est pas honteux d'utiliser l'IA, faut le dire quand on le fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je crois qu'il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire si j'exploite l'IA pour être sûr qu'il y a une conformité entre la pièce d'identité qu'on me donne et la réalité oui, on peut le dire, j'ai aucun problème à le dire, c'est pas du tout gênant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui va avoir une influence sur le client en tant que tel, c'est juste un système automatisé de contrôle, comme ça existe déjà par ailleurs sans IA, du fait d'exploiter une IA dans une proposition client, dans une logique de gestion ou autre, où là, c'est complètement partie prenante et l'information doit être très claire et très spécifique. Mais encore une fois, je pense que alors, d'aucuns diront, on ne dit pas qu'on utilise la digitalisation ou un ordinateur quand on parle à un client. Quand on envoie un reporting à un client, oui, il y a des bases de données contournées, c'est digitalisé, il y a du graphisme qui est passé dessus, etc., etc. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, je vois pas où est le problème, en fait, tout simplement d'être totalement transparent là-dessus. Et après, est-ce que oui ou non, le client aura le droit de dire ou pourra dire, au même titre que vous pouvez dire, je veux pas être enregistré, est-ce que vous pourrez dire, je veux pas qu'on utilise l'IA pour moi? J'en sais rien, est-ce qu'on ira jusqu'à ces logiques-là? Mais il faut être transparent, ouais, pas de problème. Très bien, merci pour cette réponse. Alexandre, sur la distribution de vos solutions et les retours de vos clients par rapport à, je dirais, leurs clients épargnants investisseurs. Oui, bah c'est aussi la volonté du client, de notre client, d'apporter, on va dire, l'information, la transparence de comment utiliser l'outil. Donc, nous aussi, on s'adapte à la volonté de notre client de mettre les wordings nécessaires là où ça doit être. Et je pense qu'il n'y a aucune difficulté à pouvoir le dire, parce qu'il n'y a pas que la génération de texte, il y a aussi toute la mécanique qui va autour de gestion de flux. Je veux dire, c'est un outil, c'est une évolution, c'est ce que tu disais tout de suite. Hein. C'est une évolution technologique qui permet d'aller plus vite, plus haut, plus fort, quoi. Voilà. Et dire qu'on l'utilise, pas de problème. Il faut juste trouver le bon endroit pour le dire, quoi. Très bien. Donc ça répond à la question de Madame. Finalement, pas de retour client particulier, enfin client end user. Épargnant investisseurs sur le fait qu'on utilise de l'IA, au même titre que plus personne ne remet en cause le fait qu'on doive accepter des cookies. Ok, très bien. Merci pour ce tour d'horizon sur une approche, en fait, finalement, bon, on a beaucoup mis en avant l'utilisation, enfin, l'IA au pôle finance innovation, que ça soit, on va dire maintenant l'IA classique et puis maintenant l'IA, cette vague en cours d'évolution aussi. Vous nous avez donné un éclairage qui était un peu différent de celui qu'on traite d'habitude, qui est beaucoup plus orienté chez Finance Innovation sur des use cases métiers. Là, on a été sur une problématique qui est à la fois liée
au use case et à la façon de l'appréhender en tant qu'acteur de nos métiers. Vous pourrez, alors on arrive je crois au terme de cet échange. Si vous avez d'autres points, est-ce qu'il y a une dernière chose que l'un d'entre vous, ou tous d'ailleurs, souhaiteriez dire? Je pense qu'on a en partie couvert le sujet. On n'aura pas couvert le sujet réglementaire aussi bien qu'on aurait pu le faire si notre speaker, Maître Mazei, n'avait pas été malade. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de ces sujets-là, notamment IAC, réglementaire et la façon dont ça va évoluer dans ce contexte où les réglementations divergent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, ou en tout cas ça va fortement évoluer. On a couvert l'éthique vis-à-vis des tiers, l'éthique en interne, les biais, la façon dont les solutions permettent finalement de les minimiser, et la problématique de durabilité. Je crois qu'on a Christophe, Alexandre, Fabien, merci pour la couverture de ces sujets. Merci Sébastien pour d'avoir animé et contribué à formaliser ces échanges. Vous pourrez retrouver donc l'enregistrement de la session de ce matin en ligne sur le site, sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation. Messieurs, je vous remercie et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.